Je ne présente pas Dominique Tassot, c'est lui qui va commencer par la question « Existe-t-il une science occidentale ?» Il existe, vous savez, une science chinoise, une science égyptienne, une science péruvienne, et on peut donc se demander s'il existe une science occidentale, ce qui est une manière d'introduire, évidemment, plus généralement, la question de l'Occident dont nous allons parler aujourd'hui. Mais une difficulté qui va immédiatement apparaître, c'est que au XIXe siècle principalement, déjà au XVIIIe, on a beaucoup parlé de sciences allemandes, d'exégèse allemande, de chimie allemande, de sciences françaises, de sciences anglaises, etc. C'est-à-dire que les nationalismes de l'époque se sont aussi emparés de la science. Et la science se faisait en partie à l'échelle nationale. Vous savez, un très bon exemple, c'est que la même loi physique que nous appelons la loi de Mariotte, dans les pays anglo-saxons, s'appelle la loi de Boyle. Alors c'est la loi selon laquelle le produit de la pression par le volume d'un gaz est constant. C'est une loi très simple, mais qui a été perfectionnée par la suite parce qu'il fallait faire intervenir la température. Mais il est intéressant, même pour l'histoire des sciences, de savoir que cette loi a été découverte à quelques années d'intervalle des deux côtés de la Manche, et donc la même loi ne porte pas le même nom de l'un et l'autre côté de la Manche. Donc on peut se demander, est-ce que vraiment il peut y avoir une science occidentale, puisque la science se fait toujours dans un cadre national, ou s'est faite longtemps dans un cadre national, et ça avait des conséquences importantes, parce que vous savez que par exemple la théorie de la relativité est attribuée à Einstein, alors que le découvreur est Poincaré, mais là c'est parce qu'il y avait une rivalité, si vous voulez, entre Hilbert et Poincaré. Et Hilbert, qui était engagé dans une polémique avec Poincaré, ne pouvait donc pas signer l'article qui est fondateur de la théorie de la relativité. Donc on a demandé au jeune Einstein d'être le signataire de ces articles. Donc c'est pour dire que les questions de nation, donc en ce sens on peut opposer les sciences nationales à une science éventuelle occidentale, sont des questions qui ont une importance, qui ont eu une importance, et donc qui permettent de se demander si vraiment, par-delà ces divergences que nous constatons, il existe une science occidentale. Alors, la réponse est oui. Il existe une science occidentale, et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que justement, on ne l'appelle pas la science occidentale. C'est la science européenne, mais la science européenne, on l'appelle la science dans le monde entier. Il y a l'idée alors que je parlais tout à l'heure de sciences chinoises, de sciences égyptiennes, qui sont des réalités effectivement distinctes, tant quant au contenu qu'aux méthodes, aujourd'hui, on dit la science. Et personne n'imagine que qu'une unité de mesure soit différente. On a d'une certaine façon une universalité de la science qui se traduit de différentes façons et qui en réalité est une universalité très ancienne. Le mot universitas, d'ailleurs, a été pour la première fois utilisé au XIIIe siècle. Mais avant même, si vous voulez, la fondation de l'Université de Paris, qui était la première ayant ce titre, il y avait une sorte il y avait la peregrinatio studiensis, c'est-à-dire que les étudiants allaient d'un centre de culture à un autre centre de culture, les enseignants voyageaient, et il y avait effectivement une unité de sciences européennes. Alors il y avait en plus une langue commune, et cette réalité, alors évidemment, a pris forme sous ce qu'on appelle aujourd'hui l'université, et ce qui est très, très important, c'est de voir que justement les pouvoirs publics reconnaissaient cette sorte d'autonomie du système universitaire, si vous voulez. Les universitaires de l'époque, tant les étudiants que les professeurs,
par exemple, bénéficiait du fort ecclésiastique, c'est-à-dire il ne pouvait pas être jugé par les pouvoirs locaux. Parce que la papauté tenait beaucoup à ce que à l'époque où il y avait encore la justice seigneuriale ou royale était évidemment je dirais en concurrence avec le droit canon et la justice d'église, mais dès l'origine, si vous voulez, la culture et l'enseignement de la haute culture a été soustraite aux différents pouvoirs locaux et a été, d'une certaine façon, universelle. Donc, on peut dire la science parce qu'il n'y avait qu'un foyer principal qui était rapidement, qui est devenu l'ensemble des universités. Alors, en quoi consiste justement cette science européenne? Qu'avait-elle de particulier? Eh bien, c'est le fait, c'est la méthode, le fait de se fonder principalement sur l'observation et sur l'expérience. Donc, il y a eu pendant très longtemps, si vous voulez, une connaissance fondée sur l'étude des anciens textes. Alors ça, c'est flagrant, évidemment, dans le domaine évidemment, dans différents domaines, mais en particulier, bon, vous savez que Aristote avait résumé un petit peu le savoir universel de son temps, et pendant très longtemps, on a considéré que étudier et transmettre, c'était transmettre le traité des animaux d'Aristote, c'était de transmettre les traités du monde de l'époque, alors qu'à partir même pratiquement à partir du XIe siècle, on voit vraiment une autre forme d'attitude qui est évidemment, de ne pas ignorer les anciens nécessairement, mais de considérer que l'activité scientifique proprement dite, ça n'est pas de répéter ce qui a été connu, ça n'est pas simplement de transmettre, mais c'est d'augmenter le savoir par l'observation et par l'expérience. Alors les deux principales têtes de cette époque, c'est Robert Grossetête et Roger Bacon. Alors assez vite, on voit apparaître, si vous voulez, des traits particuliers avec Galilée. Alors Galilée est le premier qui est parlé d'une géométrisation. Alors aujourd'hui, on dit plutôt mathématisation, mais il faut voir que dans les termes mêmes de Galilée, je vais vous donner la citation très connue, il dit « La philosophie est écrite », alors quand il dit philosophie, c'est la science, dans le vocabulaire de l'époque. D'ailleurs, vous savez qu'en Angleterre, les docteurs s'appellent toujours PhD, ça veut dire qu'il y a la référence à la philosophie qui fait partie de la science en général. La philosophie est écrite dans cet immense livre qui se tient toujours ouvert devant nous. Donc ça, c'est l'observation. Je veux dire l'univers. Mais on ne peut le comprendre si l'on ne s'applique d'abord à en comprendre la langue et à connaître les caractères avec lesquels il est écrit. Il est écrit dans la langue mathématique, et ces caractères sont des triangles, des cercles et autres figures géométriques, sans le moyen desquels il est humainement impossible d'en comprendre un mot. Sans eux, c'est une errance dans un labyrinthe obscur. Donc, il y a cet enjeu de mathématisation du savoir qui est évidemment un facteur tout à fait propre à la science européenne. Il y a eu, alors dans cette lignée, on voit apparaître Descartes avec cette notion d'une méthode. Mais la méthode, alors, il y a l'idée d'une méthode universelle, une méthode généralisable qui s'étende à toutes les composantes du savoir, et cette méthode, elle est fondamentalement mathématique. Alors, c'est un point fort de la science occidentale, et nous verrons par la suite qu'il y a évidemment des contreparties. Un très grand pas en avant a été franchi, bon, vous savez, par Newton et Leibniz, qui l'un et l'autre d'ailleurs ont inventé le calcul intégral. Alors, le calcul intégral, c'est un outil très puissant puisqu'il permet de raisonner sur les surfaces comme on raisonnait sur les lignes. Donc ça a étendu de façon considérable
la possibilité d'une connaissance précise des phénomènes réels. Et un autre trait de cette science occidentale, qui effectivement la différencie de beaucoup d'autres, c'est qu'elle est tournée vers les applications. C'est-à-dire que ça c'est important parce que ça n'est plus aussi vrai que du temps des fondateurs de cette science. Mais les grands fondateurs de la science européenne ont été soucieux d'appliquer le savoir et soucieux de développer des connaissances utiles. Alors, je vais donner un exemple très connu. Pascal, qui est un éminent mathématicien, mais Pascal, alors il n'a pas inventé la brouette, mais il l'a perfectionnée, mais il a, si vous voulez, il a inventé la machine à calcul, hein, ce qui est un progrès très très important. Et Pascal est aussi l'inventeur de l'omnibus, c'est-à-dire il a inventé le carrosse à 5 sols, 5 sous. Donc on pouvait voyager dans Paris en mettant 5 sous en donnant 5 sous au chauffeur du carrosse, et ça permettait aux gens qui n'avaient pas les moyens d'avoir eux-mêmes des chevaux, des palefreniers, enfin cochers, enfin tout ce qu'il faut pour voyager rapidement dans Paris, ça leur permettait d'utiliser le carrosse public. Et ça, c'est Pascal, si vous voulez. Donc ça montre bien qu'on avait à la fois des gens capables de recherche fondamentale de très haut niveau, hein, qui ont fait faire des progrès importants à la science européenne, mais en même temps qui étaient soucieux d'améliorer la vie de leurs contemporains. Ça, c'est un point important parce que c'est un point que la science fondamentale contemporaine a perdu. Donc, on peut dire que la science européenne, elle est aujourd'hui universelle, c'est pour ça qu'on dit la science. Alors vous avez par exemple, les commissions de normalisation sont des commissions absolument universelles, où d'ailleurs quiconque peut postuler pour faire partie de ces commissions, à partir du moment où on est du métier et où on a quelque chose à dire. Là, vous avez les grands prix qui mettent en avant certains savants aujourd'hui, comme le prix Nobel, la médaille Fields, sont à l'évidence des prix universels. Et on n'imaginerait pas que quelqu'un ne puisse pas avoir le prix Nobel parce qu'il est né à Tombouctou, par exemple. Enfin, il y a vraiment une réalité d'une science universelle. Et donc, alors bien sûr, il y a encore des académies nationales, mais toutes ces académies ont des correspondants dans tous les pays. Et donc, ça c'est ma première partie, si vous voulez, il y a bien une science occidentale, c'est la science européenne. Cette science est née à partir du XIe, XIIe siècle, et elle a des traits propres qui en font aujourd'hui une science universelle. Mais ce qui, en général, est méconnu, c'est cette autre question. Pourquoi cette science est-elle née en Europe et pas en Chine, pas au Pérou? Enfin, vous savez, les Chinois sont des gens très intelligents, d'ailleurs ils le montrent aujourd'hui plus que jamais. Ils avaient, sur le plan de la technique, dans les XIIIe ou XIVe siècle, ils avaient un niveau général de qualité artisanale et de technicité qui n'était pas du tout inférieur, peut-être même supérieur aux techniques européennes. Et les Chinois, et ce sont des gens intelligents, et ils n'ont pas développé la science. Alors pourquoi en Europe et pas en Chine? Je pense qu'il y a 3 raisons. Il y a la métaphysique grecque, il y a la logique grecque, et il y a la vision biblique du monde. C'est la convergence de ces 3 facteurs qui ont permis à la science européenne de devenir, évidemment, ce qu'on appelle aujourd'hui la science. Alors, la métaphysique, c'est l'idée, si vous voulez, qu'il y a des grands principes de la pensée qui sont presque évidents à l'énoncer et sur lesquels on peut s'appuyer pour eh bien, faire des raisonnements et pour accéder à la réalité. C'est une chose que Konechny d'ailleurs dit très bien, c'est que tous les progrès dans une civilisation sont toujours liés à l'abstraction.
Alors lui considère que les deux sources d'abstraction, ce sont la religion et la poésie, mais je pense que la métaphysique est aussi une source. Alors je vais vous donner simplement quelques exemples de ces principes métaphysiques. Hein. Vous avez alors métaphysique, c'est ce qui concerne l'être. Hein. Donc, d'une certaine façon, c'est l'objet propre de la science. On cherche à connaître ce qui est. Bon. Alors, le principe de raison suffisante, hein, tout ce qui est a une raison d'être. C'est un principe métaphysique, c'est un principe évident. Ceci étant, pour le concevoir, ça n'était pas forcément évident. Parce qu'il y a derrière, dans cette notion de raison d'être, alors cette raison d'être, l'être peut l'avoir en lui-même, il peut l'avoir dans un autre être, hein, et nous sommes là dans la pensée métaphysique, et c'est quelque chose qui est évidemment un soubassement très important pour développer la science. Vous avez le principe de causalité proportionnée, c'est-à-dire que l'effet ne peut pas être plus grand que la cause. La cause ne peut pas nécessairement comporte en elle-même, en puissance, tous les effets qu'elle va créer. Alors c'est un principe évident. Enfin, je vous ferai remarquer que les évolutionnistes nient constamment ce principe, par exemple. C'est pourquoi, sans même entrer dans le détail de leurs affirmations, on peut savoir que le résultat est faux. Vous avez le principe de ressemblance. La nature d'une chose détermine la nature de ses effets. Donc il y a une similitude. Le semblable produit le semblable. Vous avez le principe d'opération. L'agir suit l'être. Hein. Agere sequitur esse, pour ceux qui ont encore des souvenirs de latin. Ça veut dire que l'activité d'un être révèle son essence. Donc il y a une forme plus banale de ce principe, c'est de dire les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et vous savez que c'est quelque chose qu'on répète constamment en science. Hein, parce que, par exemple, la loi de Mariotte dont je parlais tout à l'heure, les mêmes causes produisent les mêmes effets, ça n'est vrai qu'à température constante. Hein, et c'est pourquoi cette loi a été perfectionnée par la suite, parce qu'on a fait intervenir un facteur. Et puis vous avez le principe de finalité, c'est-à-dire que tout ce qui est a une finalité. Alors, le fait d'avoir dans la tête et de fonctionner avec ces principes en vue permet d'avancer de façon beaucoup plus rapide et beaucoup plus sûre dans la connaissance. Et il faut maintenant aussi le raisonnement, la logique. Et dans la logique grecque, si vous voulez, il y a deux principes qui ont été fondamentaux dans le développement de la science. Bon, il y a le principe de non-contradiction, qui consiste à dire qu'une chose ne peut pas être et ne pas être au même moment et sous le même rapport. Autrement dit, le chien que je vois, il ne peut pas être à la fois blanc et non blanc. Hein, il peut être blanc et aboyeur, il peut être blanc et malade, mais il ne peut pas être blanc et non blanc. Principe de non-contradiction. Je dirais que ce principe, sous une forme plus ou moins explicite, il n'est pas propre à la pensée grecque. C'est presque une évidence générale. Par contre, ce qui est propre à la pensée grecque, à la logique grecque, c'est le principe du tiers exclu. Et ce principe a une importance considérable en science. Alors le principe du tiers exclu, c'est la simple conséquence du principe de non-contradiction, c'est-à-dire qu'une chose ne peut pas être à la fois blanche et non blanche, et il n'y a pas de troisième possibilité. Tertium non datur. Il n'y a pas de troisième possibilité. Alors, je ne vais certainement pas dire que le principe du tiers exclu est vrai. Je suis même profondément convaincu qu'il n'est pas vrai. Mais ce qui est important, c'est qu'il est vraiment à la base du raisonnement scientifique européen, et il a permis une accélération et un développement considérable, parce que ce principe donne confiance dans les résultats. On n'a pas besoin d'aller vérifier. À partir du moment où vous avez démontré le théorème de Pythagore, vous n'avez pas besoin de dessiner un triangle rectangle, de mesurer la longueur des côtés et puis de vérifier que A2 plus B2 égale C2, si vous voulez. Vous savez que c'est forcément comme ça. Donc il y a une assurance intellectuelle
qui a été donné à la science européenne par le principe du tiers exclu, qui a été un facteur d'accélération considérable. Alors, le problème, c'est qu'il y a évidemment là un danger. Nous le verrons un peu plus tard. Et puis, le troisième facteur important dans le développement de cette science en Europe et pas ailleurs, c'est la vision biblique du monde. C'est le concept de création. Et ça, c'est assez méconnu aujourd'hui, alors que c'est bien connu dans la philosophie des sciences. C'est que ce qui a manqué en particulier aux Grecs, parce que nous venons de parler de métaphysique et de logique grecque, pourquoi la science la science contemporaine, la science universelle, n'est-elle pas née en Grèce? Parce que justement, il leur manquait le concept de création. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce concept qui est d'origine biblique? Il y a l'idée d'une intelligence créatrice. C'est-à-dire que les choses il y a une raison d'être, une origine, qui est la création. Et cette création est l'œuvre d'une intelligence supérieure. Bon. Alors, ça a plusieurs conséquences. Bon, la première, c'est que tout a un sens. Parce que agir intelligemment, c'est agir en vue d'une fin. Donc là où il y a intelligence, il y a finalité. Et à partir du moment où tout ce qui procède d'une création par une intelligence, eh bien tout a un sens, tout a une fin. La deuxième conséquence, c'est qu'il y a dans ce concept de création, dans la vision biblique de la création, c'est que l'homme est créé à l'image de Dieu, hein, imago Dei. Alors ça a énormément de conséquences. Alors bien, qu'est-ce que cette image de Dieu en l'homme? Alors, il y a une tradition sur laquelle c'est l'intellect qui est proprement l'image de Dieu en l'homme, parce qu'évidemment, il y a une image de Dieu dans tout être créé, puisque la cause se traduit dans ses effets. Hein, mais dans le cas de l'homme, il y a évidemment une particularité qui est cette intelligence analogue à l'intelligence divine. Alors ça a plusieurs conséquences. Bon, la première conséquence, c'est que l'homme ne peut pas se comprendre lui-même, puisque Dieu est infini, et s'il pouvait se comprendre lui-même l'image de Dieu, il comprendrait Dieu. Donc il y a l'homme échappe à sa propre connaissance de lui-même, et ça permet aussi de mesurer la profondeur de la vraie connaissance. C'est-à-dire qu'on n'est jamais au bout de la connaissance des êtres, puisque justement, derrière les êtres, il y a l'intelligence infinie qui les a créés. Et puis, je dirais, la troisième conséquence importante du point de vue scientifique de cette idée de création, c'est l'émerveillement. Puisque par la connaissance des êtres, l'homme, d'une certaine façon, accède à la divinité. Galilée avait très bien développé, d'ailleurs, dans sa polémique, cet argument. Et ça rejoint cette image, vous avez qui remonte au père de l'Église, mais enfin l'image du philosophe chrétien, Philosophus Christianus, où on voit très souvent représenté, où on voit le scientifique de l'époque avec d'un côté en main la Bible et de l'autre regardant l'univers. Donc il y a le grand livre de la nature et le livre de la révélation. Et c'est en s'appuyant sur les deux livres que le savant progresse. Bon. Et en conséquence de ce que nous venons de dire, on arrive à la notion de loi de la nature. Alors ça, c'est fondamental. Vous savez que l'objectif du scientifique, c'est de trouver la loi de ce qu'il est en train d'observer. Alors, le mot « loi », chez les Grecs, dans l'Antiquité, c'est un mot juridique. Ça n'est pas un mot qui s'applique à la nature. Et c'est vraiment le Moyen-Âge européen qui a fait cette extension. Alors je vais vous donner deux citations caractéristiques. Vous avez Kepler, qui dit « La géométrie est coéternelle avec l'Esprit de Dieu. Elle fut implantée dans l'homme en même temps que la ressemblance de Dieu. » Donc la géométrie qui est l'objet d'étude du géomètre. Et au fond, le géomètre qui étudie sa discipline, eh bien, il étudie, c'est Dieu qui
qui lui donne ce qu'il étudie. Et puis, cette citation de Descartes, c'est Dieu qui a établi ses lois en la nature, ainsi qu'un roi établit des lois en son royaume. Donc vous avez l'analogie. Ce qu'on appelait loi dans la société antique, donc qui étaient les règles établies par le prince, eh bien, on le retrouve dans la nature, puisque l'intelligence créatrice, eh bien, qui fait tout de façon raisonnable, en vue d'une fin, établit des lois dans la nature. Donc il y a des lois dans la nature, et je pense que la science européenne, évidemment, sur ce présupposé, a pu aller très vite. Alors, une autre conséquence, c'est que nos sens ne trompent pas, puisque nos sens sont donnés par Dieu, justement, pour connaître les choses. Donc, si nous trouvons qu'un objet est chaud, il est chaud. Enfin, et s'il est rouge, il est rouge. Donc, il y a une validation de la connaissance empirique par les sens. Alors, ça, c'était déjà vrai dans la philosophie grecque, si vous voulez. Mais d'une certaine façon, on peut le déduire plus généralement du concept de création. Et puis, une autre conséquence qui a eu donc, également de grande importance, c'est que l'homme est fait pour dominer la nature. Hein, vous avez c'est Genèse 1,26, si vous voulez, et que l'homme domine sur les poissons de la mer, sur les volatiles du ciel et sur tout ce qui se meut sur la terre. Alors le problème, c'est qu'aujourd'hui, des gens, d'abord, s'opposent à l'Église en disant, vous voyez, justement, c'est l'exploitation de la nature, l'exploitation sauvage de la nature, la vision du monde chrétienne a été la mort de l'écologie, etc. Bon, en réalité, c'est tout à fait faux, parce que, justement, le dominer, alors en hébreu, c'est le verbe rada, si vous voulez. Le dominus, le dominer, c'est la chose du maître. Mais le dominus, c'est le maître de maison, c'est justement celui qui entretient ce qui est son domaine, de façon à pouvoir le transmettre. Et d'ailleurs, pendant très longtemps, c'est dans les baux agricoles, par exemple, il y avait la formule en bon père de famille. Donc le dominus n'est pas du tout ce qu'on appellerait aujourd'hui négativement l'exploitant, qui va défigurer les paysages, qui va couper les forêts sans penser à les replanter, etc. C'est exactement le contraire. Le dominus, c'est un responsable. Mais quand même, c'est le maître. Donc il y a cette idée que par la connaissance, bien par les moyens que donne la connaissance, l'homme a tout à fait titre à faire l'usage qu'il juge bon de la nature. Alors, donc nous voyons que la science européenne est une réalité, que cette réalité est née en Europe et pas ailleurs pour des raisons qui tiennent à l'héritage de la pensée grecque et au concept biblique de création, avec toutes ses connotations. Et on peut se demander évidemment, si la science moderne actuelle est toujours cette science des fondateurs. Si la science moderne est toujours conforme à l'élan qui lui a permis de devenir la science universelle. Alors, il faut juger l'arbre à ses fruits. Et il est facile aujourd'hui de voir que malheureusement, la science moderne n'est pas dans la lignée des fondateurs, pour une raison presque qui remonte au XVIIe siècle, c'est qu'il y a eu très vite la prétention à une connaissance certaine. C'est la notion de certitude. Parce qu'évidemment, c'est très bien de dire principe de non-contradiction, principe de terres exclues, donc je fais mon raisonnement et je suis absolument certain de la conclusion. Le problème, c'est que le fondateur de cette approche qui est Galilée était le mathématicus du grand-duc de Florence. C'est-à-dire que c'était un mathématicien. Et il s'est imaginé que toute l'activité scientifique qu'il allait développer avait les mêmes qualités de certitude que le raisonnement mathématique. Seulement, il y a une très très grande différence entre le raisonnement mathématique et le raisonnement sur les choses réelles, donc qui est l'objet de la science. C'est que les êtres mathématiques s'épuisent dans la définition qu'on en donne, alors que
les êtres qu'on observe sont des créatures divines qui ont une profondeur telle qu'on n'arrivera jamais au bout de la connaissance. Donc le problème, c'est qu'il y a eu un orgueil de la science, alors, qui était inconscient chez les fondateurs, mais qui est devenu de plus en plus conscient, qui aujourd'hui est manifeste. Alors, en particulier, quand si vous voulez, quand on veut savoir la vérité sur quoi que ce soit, aujourd'hui, le journaliste va interroger monsieur Untel, prix Nobel, etc. Et on va écouter avec une profonde référence tout ce qu'il va dire sur la pluie et le beau temps, enfin, c'est parce qu'il est prix Nobel. Bon. Et en réalité, si vous voulez, cette approche avec une fausse vision de la certitude a donné ce qu'on pourrait appeler le scientisme. Alors il y a eu le scientisme du, disons, 18e et surtout 19e siècle, début 20e, qui était un scientisme anticlérical, enfin, qui était un outil de combat dans un débat qui n'était pas de nature scientifique. C'est-à-dire que la science s'est faite un outil pour l'anticléricalisme. Et ça, c'est... Alors, je dirais qu'aujourd'hui, on n'a plus ce scientisme parce qu'il a complètement gagné. Donc, aujourd'hui, c'est un scientisme pacifié parce qu'il n'y a plus personne en face, si vous voulez. Malheureusement, si vous voulez, les théologiens ont jeté le gant, ont abandonné la partie, et aujourd'hui, au contraire, ils sont très fiers de donner crédit à n'importe quelle affirmation des scientifiques. Donc ça, c'est un drame parce que même si ce scientisme n'est plus tonitruant parce qu'il n'a plus besoin de l'être, il a développé une vision extrêmement réductrice de tout ce qu'il touche, de toute la nature, de l'homme, et dont nous avons maints exemples. C'est-à-dire, et alors, qui dit réductionnisme dit erreur, parce que on peut dire des choses, on peut être dans l'erreur complète tout en ne disant que des choses vraies, mais ça devient faux à force d'être partiel. Et c'est le problème de la science. Alors, un exemple très simple, vous avez un violon de Stradivarius, c'est des violons du XVIIIe siècle, de très grande qualité, fait par un grand maître. Vous êtes thermicien, vous prenez un morceau de bois, de violon, et puis vous dites, ah ben moi je vous dis que la capacité calorifique de ce bois est de temps au millionième de précision de millionième, avec certitude. Mais c'est tellement, alors évidemment l'exemple est un peu poussé, mais c'est tellement réducteur qu'il est évident que ce thermicien n'a rien compris à ce qu'était un Stradivarius. Mais d'une certaine façon, tout fonctionne comme ça. Ce n'est pas aussi paradoxal que le cas du Stradivarius, mais d'une manière générale, si vous voulez, le scientifique, mu par sa certitude, croit savoir ce que sont les choses, parce qu'il méconnaît justement le fait que par nature, sa science est nécessairement incomplète. Alors vous allez dire non, c'est pas vrai, parce que maintenant on a la théorie du modèle. Dans la théorie du modèle, ça c'est un prétexte pour dire qu'effectivement on sait qu'on n'est pas allé jusqu'au bout de la connaissance, mais les gens qui vous promeuvent cette théorie du modèle, en réalité, sont quand même convaincus que leur modèle il est bon. Et c'est très difficile de leur faire prendre du recul réel par rapport au modèle. Vous avez alors, en particulier le règne de la quantité. Alors ça c'est un point fondamental, si vous voulez. Alors c'est sûr que la mathématisation a fait partie des grands vecteurs de la science européenne, mais cette mathématisation, elle peut se prendre dans un sens réducteur, ce qui n'était pas forcément le sens que... Vous avez vu que dans la citation de Descartes que j'ai donnée tout à l'heure, vous avez vu, il parle de triangles, de figures géométriques. Donc ce n'est pas exactement la quantité. Mais on a très rapidement réduit ça à la quantité. Je me souviens d'une chose que répétait régulièrement le sous-directeur de l'école des mines quand j'étais étudiant, qui s'appelait un certain Rivlin. Mais tout est mesuré, tout est mesurable. Seulement, alors on peut dire, c'est pas complètement faux, mais le problème c'est que dans son esprit, ça voulait dire tout est quantifié, tout est quantifiable. Il n'avait pas l'idée que le concept de mesure est beaucoup plus vaste
que le concept de quantité. Et là, vous avez un verset du livre de la sagesse qu'on cite très souvent à ce propos, qui est chapitre 11, 21, sagesse 11, 21, qui vous dit Dieu a fait toutes choses avec nombre, poids et mesure. Alors, vous voyez, donc c'est bien, la quantité fait partie du lot, et donc Dieu est d'accord. Mais en fait, quand on va... Alors, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'original hébreu, l'original est en grec, mais quand on prend cet original grec, on ne dit pas que Dieu a tout fait avec nombre, poids et mesure. On dit que Dieu a tout disposé en faisant usage de nombre, poids et mesure, c'est-à-dire que tout est mis à sa place, tout est mis dans l'ordre qu'il convient, ou avec le poids qu'il convient, mais ça ne fait pas allusion à la création. C'est-à-dire que les choses ne sont pas créées, elles comportent nombre, poids et mesure, mais nombre, poids et mesure n'expliquent nullement l'essence des choses. Donc on fait dire à ce verset, si vous voulez, ce qu'il ne va pas dire. Or, l'oubli des dimensions qualitatives est tragique. Je pense que dans les grandes erreurs de la civilisation occidentale actuelle, évidemment, il y a l'oubli du qualitatif. Alors, parce que ça veut dire l'oubli de l'immatériel et oubli du spirituel, qui l'un comme l'autre ne sont pas mesurables par nature. Alors vous avez ce réductionnisme, si vous voulez, est aujourd'hui flagrant. Vous avez le sociologue étudiant le fait religieux. Mais alors, il faut qu'il soit objectif. Donc non, il faut qu'il soit athée. Alors, qu'est-ce qu'un sociologue athée peut comprendre du fait religieux? Rien. Enfin, il peut comprendre, il va appliquer sa méthode, il va voir des choses, il va faire des comptages, et ce qui va ressortir de son approche, évidemment, passe à côté de l'essentiel, parce que lui-même ignore cet essentiel. Vous avez, je parlais de la sociologie, mais il y a cette idée, donc il faut refuser les dogmes, parce qu'il ne faut pas avoir de préjugés. Alors ça, c'était déjà l'idée de Renan, si vous voulez, à propos des exégètes. Un théologien exégète catholique, évidemment, ne peut pas accéder à la vérité concernant la Bible, parce que, comme disait Renan, il a un préjugé, c'est son dogme. Donc l'homme qui a des dogmes a des préjugés, et donc est exclu de la démarche scientifique, si vous voulez. Alors, en réalité, c'est l'inverse. Aujourd'hui, vous avez le dogme relativiste. Et si vous n'acceptez pas ce dogme, alors donc il faut croire, enfin, chacun a sa vérité, il n'y a pas de vérité absolue, etc. Et si vous n'acceptez pas ce dogme, là vous êtes mis de côté. Alors que l'homme vu par les psychologues ou les sociologues, dans le cadre du préjugé matérialiste, est un homme tronqué. Donc, un exemple très simple, aujourd'hui c'est la mode du coaching. Là. Évidemment, comme on n'a plus de conseillers spirituels, comme on n'a plus même de perception de la vie spirituelle, donc on va chercher un psychologue qui, avec sa boîte à outils des théories psychologiques, essaye de vous piloter, de vous remettre en place, etc. Mais il est évident que la boîte à outils du psychologue aujourd'hui ignore la notion de péché, ignore le péché originel, et donc ignore la rédemption, ignore la grâce. Donc il manque dans la boîte à outils, justement, les outils principaux de la remise en ordre de quoi que ce soit. Donc ça, c'est pour dire que ce réductionnisme lié à la science largement quantitative moderne a des conséquences dramatiques. Et on oublie, ce que nous disait Saint Paul d'ailleurs, c'est par la foi que nous comprenons que les choses visibles proviennent de l'invisible. Mais c'est par la foi. Donc celui qui n'a pas la foi ne le comprend pas, et du coup il passe à côté de toutes sortes de dimensions du réel. D'ailleurs, un mathématicien et physicien américain, Wolfgang Schmidt, que j'aime beaucoup, d'ailleurs il y a plusieurs articles de lui qui ont été traduits dans le CEP, qui dit, mais si on met de côté le surnaturel, on
écarte en même temps la meilleure moitié du naturel. La meilleure moitié, c'est la moitié qualitative. Et donc, vous avez dans cette ligne l'impossibilité de la science moderne à construire une cosmologie. Donc on ne sait plus ni où on est, ni où on va, on a plus... une cosmologie est quelque chose d'absolument nécessaire pour développer une civilisation. Si vous voulez, le Big Bang et la théorie de l'évolution, qui sont d'une part des théories fausses l'une et l'autre, sont les deux pierres sur lesquelles est construite la cosmologie moderne. Et ça ne... Alors donc vous avez d'une part l'univers réduit à la physique, hein, il y a des particules qui se promènent un peu partout, mais donc on a le refus de la finalité et on a le refus du concept de cosmos. Parce que le cosmos, c'est l'harmonie. Le cosmos, c'est la notion de cosmos, qui était une notion grecque, mais elle est tout à fait conforme à la vision biblique du monde, et elle a été oubliée. Alors, que faut-il en conclure? Est-ce que, justement, on a une science universelle? Cette science était lancée par ses fondateurs sur des bases extrêmement solides, et aujourd'hui, d'une certaine façon, elle s'est pervertie. Alors, est-ce qu'il faut en rester là? Je pense que non. Je pense qu'il faut au contraire retrouver la science, retrouver la vraie science. Mais comme cette science moderne, finalement, n'est que justement parce qu'elle était une science occidentale au départ, elle est forcément pervertie par la civilisation occidentale qui, elle, aussi a oublié ses racines. Donc, si vous voulez, la vision scientiste du monde n'est pas la conséquence des théories scientifiques, n'est pas la conséquence du travail des savants, mais est la conséquence d'une faille dans la civilisation occidentale dans laquelle on a voulu mettre de côté le surnaturel en particulier. Alors, je vais vous donner quelques exemples très très simples. Hein. Vous prenez la physique. Hein, aujourd'hui, la physique est incapable de vous rendre compte de la réalité des corps. Or, les êtres réels, ce sont des corps. Ce ne sont pas des particules qui se baladent on ne sait où, n'importe quand, qui apparaissent un millionième de seconde et après qui disparaissent et on ne sait pas ni d'où elles viennent ni où elles vont. Enfin, si vous voulez, on a une foultitude de paradoxes dans la physique moderne. Vous avez les effets. Alors si vous voulez, quand on dit l'effet machin, l'effet Dupont, ça veut dire qu'on a un phénomène qu'on n'a pas compris. Il faut bien avoir conscience de ça. L'effet, c'est la preuve que la théorie ne rend pas compte du phénomène. Alors évidemment, il faut lui donner un nom, on donne l'effet. C'est un peu comme en médecine où on donne le nom à la maladie du médecin qui l'a observé. Bon. Donc là, aujourd'hui, si vous voulez, un corps réel se réveille, n'est pas une somme de particules. C'est un être, et il a une existence, et la physique n'est pas capable de rendre compte de ça. Donc il y a vraiment des progrès considérables à faire. Eddie Hinton, qui est un grand physicien du début du XXe siècle, qui disait justement la physique aura fait un grand pas en avant quand elle redeviendra capable d'être compatible avec le sens commun. Et c'est lui qui le disait. Vous prenez la biologie. En biologie, si vous voulez, l'évidence majeure des êtres vivants, c'est la finalité. Il est évident que la biologie contemporaine explique que l'oiseau vole parce qu'il a des ailes. Bon. Maintenant, la vraie biologie, ça consiste, dans la perspective, ça consiste à dire l'oiseau a des ailes pour voler. C'est-à-dire que l'oiseau a été créé pour voler, et donc tout dans l'oiseau, pas seulement les ailes d'ailleurs, est conçu et adapté pour qu'il puisse voler. Donc légèreté, enfin, il y a les plumes, enfin, on pourrait faire une conférence entière sur le vol de l'oiseau, mais ce que je veux dire, c'est que c'est l'approche intellectuelle. À partir du moment où on refuse la finalité, on se trouve devant des phénomènes qu'on ne peut pas expliquer. Donc la biologie est dans l'impasse parce qu'elle méconnaît la nature des êtres. Et puis surtout, elle s'est calée sur la physique. Alors vous savez, il y a cette théorie sur laquelle il faut expliquer le complexe par le simple. Le malheur, c'est qu'en biologie, il n'y a rien de simple.
On s'est à se demander si en physique aussi il y a du simple. Enfin, peu importe. Enfin, il y avait l'idée qu'on va bien analyser et connaître facilement le simple, et puis après on passe au plus complexe. La moindre bactérie, si vous voulez, est d'une complexité absolument infinie, inimaginable, dont on ne peut pas aller jusqu'au bout. Donc on n'a absolument plus le droit de dire qu'un éléphant est plus complexe qu'une mouche, par exemple. Je prends le cas de la chimie. La chimie, qui est pourtant une science assez proche de l'expérience, assez facilement réductible au quantitatif. Mais vous avez aujourd'hui un paradoxe très intéressant, qui est le fait qu'on s'est rendu compte que l'effet dose n'existe pas. Et alors ça, je me souviens d'une conférence, c'était il y a un peu plus de 2 ans, à l'école des mines, assez petit comité, c'était le directeur général de l'ANSES. Alors l'ANSES, c'est l'Agence nationale de sécurité des aliments, du travail et de l'environnement. Enfin bon. Donc c'est l'organisme qui donne toutes les normes sur les délais de péremption, sur sur la dangerosité des choses, etc. Et ce directeur avouait qu'ils étaient actuellement dans l'impasse la plus complète, parce que tout leur système est basé sur l'effet dose. L'effet dose, c'est que plus on met de produits toxiques, plus c'est mauvais. Et moins on en met, moins c'est mauvais. L'analyse des médicaments, par exemple, tout se fait, il y a ce qu'on appelle la DL50, c'est-à-dire la dose létale 50. Parce que tout médicament doit être dangereux, sinon ce n'est pas un médicament. Et il y a une dose... et si on est en dessous de la dose létale, eh bien on est en sécurité. Et ils viennent de découvrir... Alors, c'est un vieux problème, parce qu'il y a tout le problème de l'homéopathie derrière. Hein. Mais ils viennent de découvrir que certaines substances donc, toxiques à haute dose ne sont plus toxiques à des doses inférieures et redeviennent toxiques à des doses encore inférieures. Et ça avait été déclenché en particulier par une histoire de tétine. Il y a quelques années, si vous voulez, on avait, alors je ne sais plus quel est le nom du composant qu'on trouvait dans des tétines pour les bébés et qui était toxique. Mais c'était très en dessous des doses toxiques. Parce que justement, l'effet dose a été mis en échec. Alors le problème, que peut faire? Comment peut fonctionner l'ANSES? Comment peut fonctionner toutes ces commissions de validation à partir du moment où on ne peut plus tabler sur l'effet dose? Donc ça, c'est pour montrer à quel point une science qui pourrait paraître sûre comme la chimie, elle-même est aujourd'hui dans l'impasse. En fait, ce n'est pas du tout une impasse, c'est parce qu'il y a une complexité dans la nature qu'on avait sous-estimée. Bon, je ne parlerai pas de la médecine, mais il est évident que vu la médecine est en grosse difficulté, hein, nous sommes entourés de malades, ou nous sommes nous-mêmes malades, donc les fameux progrès de la médecine, si vous voulez, ne se sont pas traduits en progrès de la santé. Donc il y a quelque part, alors de toute façon il y a quelqu'un qui à ce micro a fait plusieurs conférences auxquelles je vous réfère, mais c'est quand même un drame de civilisation. Parce que cette médecine, elle se considère comme scientifique. Donc elle parle avec l'autorité de la science, elle s'arroge l'autorité de la science, alors qu'elle n'est... alors malheureusement d'ailleurs, elle est souvent produite par des gens qui sont de bons scientifiques, au sens de bons mathématiciens, c'est-à-dire qu'on exclut de la carrière médicale les gens qui seront les meilleurs médecins, parce que les intuitifs, c'est plutôt les littéraires que les scientifiques. Alors ce qui fait le bon médecin, c'est la qualité du diagnostic, donc c'est l'intuition. Donc on a déjà une absurdité dans le recrutement des médecins, et puis surtout, on a alors c'est ce que dit le docteur Plantet, le grand drame, ça a été l'invention de la pénicilline, parce qu'on en a déduit qu'on pouvait associer à chaque maladie une pilule. One disease, one pill. Et le médecin, alors il faut qu'il trouve la maladie, puis il va vous donner la pilule qui va derrière. Donc on a une approche, si vous voulez, de l'art médical qui est absolument là, réductionniste, mais à un niveau qui est malheureusement dramatique. Donc, si vous voulez, il faut sortir de ce qu'on pourrait appeler le matérialisme méthodologique de la science. Alors, c'est vrai que la science, elle est de quelque manière, dans la mesure où son objet est un objet matériel, c'est-à-dire il y a des méthodes qui
peuvent ressortir de quelque manière du matérialisme. Mais en fait, il ne faut pas utiliser cette expression parce que le matérialisme, c'est une philosophie. Et derrière cette philosophie, évidemment, il y a l'exclusion de toute une composante, et la composante essentielle de la réalité, qui est la forme. Alors, que conclure? Est-ce qu'il faut conclure négativement? Est-ce qu'il faut conclure positivement? Je pense qu'il faut conclure positivement, dans la mesure où l'observation de ce qui s'est passé nous donne la clé, si vous voulez, de l'orientation qu'il faut prendre. C'est-à-dire qu'il faut renouer avec les origines. Alors, il y a une disposition tout à fait étonnante dans le droit, hein, qui est qu'on peut refuser un héritage. Si vous voulez, l'héritier qui s'aperçoit qu'il hérite de dettes plutôt que de positif a le droit de refuser son héritage. Alors, on voit bien là l'individualisme, hein, de la société contemporaine, mais je pense que on ne gagne jamais à renier son héritage, on ne gagne jamais à refuser, si vous voulez, ce qui vient du passé. Et la crise de la science occidentale vient du fait qu'elle a renié la vision du monde de ses propres fondateurs, hein, qui étaient profondément convaincus de l'importance du concept de création. Et de ce point de vue-là, on peut dire qu'il n'y a pas de solution. Le dénouement sera commun pour la science et pour la civilisation. Hein, le retour d'une vision, de la vision biblique du monde, avec une cosmologie complète, hein, dans laquelle le surnaturel aura son importance, retrouvera sa place, eh bien, c'est par ce biais, par cette ouverture, si vous voulez, aux dimensions immatérielles de l'univers, hein, que la science pourra retrouver sa capacité d'émerveillement, donc sa capacité d'invention, hein, qu'elle a d'une certaine façon perdue. Elle ne l'a pas perdue sur le plan des applications, mais aujourd'hui, il est évident que les découvertes fondamentales, on n'en fait plus. Parce que les découvertes fondamentales, ça ne se fait pas à coup de millions de dollars, ça se fait quelque part dans le cerveau, ça se fait par l'inspiration, ça se fait par la grâce, ça se fait par des procédés qui échappent complètement aux décideurs. Donc il faut revenir, si vous voulez, à la science, alors européenne ou occidentale, mais en fait à la science, tout simplement, la science universelle, la science qui est fondée sur les universaux du savoir. Et à ce moment-là, cette science, elle sera sortie de l'Occident moderne qui s'est détourné de ses origines, et elle aura retrouvé automatiquement l'universalité et la complétude qu'elle devait avoir depuis le début. Quelle magistrale ouverture pour notre colloque, n'est-ce pas? Et comme Dominique a su réunir à la fois des choses très précises sur l'histoire de la connaissance et sur le drame dans lequel nous sommes plongés, effectivement. Donc, nous sommes dans ce règne de la quantité, as-tu dit. On pense à un ouvrage d'un certain René Guénon, déjà ancien, Le règne de la quantité et les signes des temps. C'est bien ainsi que je pourrais résumer cette causerie qui a mis le doigt sur vraiment l'articulation de cette impossibilité dans laquelle est plongée la science présente après ses débuts occidentaux, européens. Est-ce qu'il y a une science chrétienne? Est-ce qu'il y a une science chrétienne? Alors, oui. Mais c'est, si vous voulez, par lui, tout a été fait. Donc, la science chrétienne, c'est tout simplement la science qui prend conscience du fait que toute la création relève du Verbe. Et c'est quelque chose qui est absolument flagrant justement en biologie, parce que vous avez, au commencement était le Verbe. Aujourd'hui, vous avez une science, alors la physiologie, c'est la science qui étudie ce qui se passe au sein de la cellule. Et c'est une science dans laquelle on découvre une complexité tout à fait étonnante. Et pour analyser ce qui se passe dans la cellule, qu'est-ce qu'on utilise comme langage? On parle
de lecture par le ribosome, on parle de transcription de l'ADN, c'est-à-dire c'est le langage linguistique qui sert aujourd'hui de façon fonctionnelle pour la physiologie. Alors c'est très intéressant parce que la linguistique, c'est peut-être la science la plus immatérielle et abstraite qu'on puisse imaginer. C'est la science du langage qui lui-même est le plus abstrait dans le fonctionnement de l'homme. Et c'est les concepts mis au point en linguistique qu'on utilise pour faire de la physiologie. Ça, c'est par lui tout a été fait, par le verbe. Donc, puisque le langage humain, d'une certaine façon, est analogue au langage divin, les outils que la linguistique a produits pour analyser le langage, eh bien, peuvent servir pour analyser ce qui se passe dans une cellule. Donc, voilà ce que je répondrai. Oui, dans votre introduction, même si la science occidentale est devenue la science pour l'univers, vous avez quand même évoqué des systèmes scientifiques extérieurs à l'Europe et à l'Occident. Dans la crise de la science occidentale, la science que vous avez décrite, est-ce que ces systèmes scientifiques chinois, péruviens, vous avez cité cela notamment, peuvent nous être d'un quelconque secours, ou est-ce qu'au contraire, on est toujours fondé, je dirais, à ne pas sortir des rails, je dirais, de la pensée traditionnelle? Je disais, la particularité de la science européenne, c'est de vouloir vraiment se baser sur l'observation et l'expérience. Et en ce sens, les observations qui ont été faites intelligemment, où que ce soit et à quelque période que ce soit, ont toute leur place dans la connaissance moderne. Et c'est justement, c'est particulièrement flagrant en médecine, hein, où là on est bien obligé, même les médecins les plus attachés à ce qu'on pourrait appeler la médecine occidentale sont bien obligés de reconnaître un grand nombre de cas où les autres font mieux. Donc je pense que l'universalité, on a parlé de science européenne, hein, mais la science, elle est par nature universelle, puisque le cosmos est le même pour tout le monde, l'imago Dei, elle est en chacun de nous, quelle que soit la civilisation et la culture dans laquelle il naît. Donc je dirais que d'une certaine façon, il y a aujourd'hui une confusion un petit peu entre civilisation et culture, mais qu'on peut aller vers une sorte de civilisation chrétienne universelle dans laquelle il y aurait la culture chinoise, la culture péruvienne et toutes sortes de cultures. Et ça, c'est une chose pour moi, qui m'a beaucoup apporté, c'est quand j'ai compris un jour que les anglo-saxons faisaient partie de la civilisation latine. Ça, c'est grâce à Konechny. Si vous voulez, on a tendance, nous, très souvent, à dire, évidemment, il y a la civilisation anglo-saxonne qui a son mode d'être, son raisonnement, et puis la civilisation latine. Et en réalité, les anglo-saxons sont une culture au sein de la civilisation latine. Et malheureusement, aujourd'hui, il est clair que dans beaucoup de domaines, les anglo-saxons sont beaucoup plus latins que les Français, qui, eux, ont un fonctionnement administratif en particulier qui est perturbé par des éléments qui n'ont rien à voir avec la latinité. Oui, j'avais deux remarques. L'Évangile nous dit on reconnaît l'arbre à ses fruits, et si vous avez bien suivi, vous pensez que vous avez montré que la science moderne n'a pas de vrais fruits et ne produit plus rien. Malheureusement, ce n'est pas du tout ce que pensent nos contemporains. Et quand on discute, comment faire pour le faire reconnaître. Ça, c'était ma première remarque. Et ma deuxième remarque, vous avez dit que la science était devenue orgueilleuse, pleine de certitudes. Et je me demandais d'où venait cette source. Est-ce que c'était uniquement des phénomènes mathématiques, ou est-ce que c'était une source plus ancienne, genre provenant du gnosticisme ou de choses comme ça? Alors, en ce qui concerne la première question, je suis tout à fait d'accord avec vous. Si vous voulez, nos contemporains, alors évidemment, il faut distinguer l'idéologie et la réalité, mais là, je ne voudrais pas du tout minimiser les immenses résultats qu'ont permis toutes les différentes disciplines de la science moderne, et en particulier quant au mode de vie, au confort, à l'efficacité de l'économie. Mais ce que je veux dire, c'est que nos contemporains, d'une part, sont soumis à un certain lavage de cerveau, et ils ne voient on ne leur donne
à manger que le bon côté des choses, et on ne cherche pas beaucoup à les éclairer sur justement sur les défaillances de la science, mais ça c'est parce que c'est Auguste Comte qui l'avait très bien vu. Toute société a besoin d'un pouvoir spirituel, et comme on ne veut plus du pouvoir de l'Église, il faut le remplacer par un ersatz de pouvoir spirituel, et c'est les scientifiques qui exercent mal, forcément, cet ersatz de pouvoir. Autrement dit, c'est les prix Nobel, c'est les gens qui interviennent tout le temps à la télévision, si on va chercher pour n'importe quoi, mais ce ne sont pas 80% ou 90% des scientifiques sont des gens besogneux qui font leur travail, qui font avancer les choses, et ça donne des résultats. Mais donc il y a la réalité de la science, qui est le savoir opérationnel, et puis il y a la théorie de la science, qui est cette espèce d'idéologie dont on matraque les gens pour les amener à obéir, d'une certaine façon. Vous savez, prenez les comités d'éthique. Pour qu'un comité d'éthique ait de l'autorité, il faut qu'il y ait des scientifiques dedans. Les scientifiques, en fait, c'est uniquement parce qu'il faut se servir de l'autorité de la science pour faire passer la décision du comité d'éthique. Ça n'est pas du tout parce que les connaissances scientifiques donnent... Alors évidemment, il y a des domaines dans lesquels il faut des connaissances scientifiques pour comprendre au moins le sens des mots. Hein, mais c'est caractéristique, si vous voulez, d'un usage perverti de l'autorité de la science. Maintenant, sur la deuxième partie, bon, je ne connais pas assez ce qu'on... Mais je pense, si vous voulez, que si vous voulez, la science antique a été... elle s'est quand même en partie transmise dans la science moderne, mais très peu, parce que malheureusement, si vous voulez, vous savez que la bibliothèque d'Alexandrie a brûlé, et les manuscrits auxquels on s'est intéressé par la suite, c'était plutôt les manuscrits littéraires que tout ce qui concernait la science. Donc aujourd'hui, on découvre, je pense, de la machine d'Antikythera, par exemple, si ça dit quelque chose à certains. Enfin, on se rend compte, si vous voulez, que les anciens avaient des connaissances scientifiques et techniques très poussées, qui sont complètement perdues. Et je vais donner un exemple très simple. Vous avez les voies romaines. Vous savez, les voies romaines, on va en ligne droite de Reims à Trèves. À l'époque où elles ont été tracées, c'était couvert de forêts. Comment fait-on pour tracer une ligne droite de Reims à Trèves? Il faut forcément des repères stellaires. Ça veut dire, et ça, on ne sait pas. On ne sait pas comment les Romains pouvaient faire. Donc, si vous voulez, il y a quantité de savoir antique que l'on ignore aujourd'hui et qui pourrait parfois être bien utile. Je me demande, pour conclure, s'il ne faudrait pas se souvenir du livre de Job. Hier, dans le bréviaire, on lisait la réponse de Dieu aux plaintes de Job. Et Dieu dit, étais-tu là quand j'ai fondé cela, quand j'ai donné ordre à la pluie de tomber, etc. Oui. Il y a là une connaissance que l'homme ignore, à laquelle il n'a pas accès immédiatement, et surtout des certitudes. Job avait, dans ses récriminations, avait l'impression d'avoir tout à fait raison, mais non, semblait-il, non.